Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur TryHackMe. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allé dessus, à la fois en vidéo et personnellement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à trois rooms OSINT, alors qui ne sont pas encore sortis, mais dont une personne en avait parlé sur LinkedIn, je crois, de mémoire. Donc la personne avait submit trois rooms OSINT, une de level 1, une de level 2, une de level 3. On verra un peu plus en détail après à quoi ça correspond. Mais voilà, pour l'instant, elles ne sont pas encore accessibles au public et ça se trouve, elles ne le seront jamais parce qu'elles ont été proposées à TryHackMe, mais le temps de review les différentes rooms par rapport à est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça correspond à ce que TryHackMe veut faire, etc. Et ben, ça peut prendre plus ou moins de temps et ça peut être publié et rendu après accessible au public via la recherche, par exemple, dans Learn. Par exemple, si on va dans Learn, ici, si on va dans Search, si vous cherchez par exemple ici OSINT Level 1 ou OSINT Intel ou quoi que ce soit, normalement vous ne les trouverez pas parce qu'elles ne sont pas encore publiques. On peut y accéder uniquement via ce lien-là. Donc, ça veut dire, faut faire attention. Là, on va voir un petit peu à quoi ça correspond dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas si cette vidéo durera longtemps ou pas. Ça se trouve, j'en ferai plusieurs dans une vidéo où je ferai une vidéo dédiée à chaque. Ou je ferai qu'une seule vidéo parce que je vais me rendre compte que c'est pas terrible. Peu importe. Mais attention, tout ce qu'on voit ici, ça ne veut pas dire que c'est enfin, c'est de très bonne qualité. On ne sait pas encore, on verra bien. Je vous donnerai mon avis à la fin. Et également, si on fait un petit peu d'OSINT, alors là c'est évidemment une room d'OSINT, mais si on fait un petit peu d'OSINT nous-mêmes sur le créateur, on peut voir que en fait c'est Findex et c'est quelqu'un qui est basé ici aux États-Unis. Donc pourquoi je vous montre ça et je vous dis ça? Parce que ici, alors pas dans la première room, mais je crois qu'il y a un endroit, peut-être dans la dernière. Alors j'avais vu. Voilà, là on va parler de due diligence, d'éthique, de pas mal de choses. Alors je sais pas si case investigation, je sais pas si il parle à un endroit de la législation, du juridique, mais dans le cas où il en parlerait, il faudrait prendre des grosses pincettes parce que lui, il va donner des informations par rapport, j'imagine, à son État, enfin en tout cas à son pays, qui est les États-Unis. En Europe, c'est grandement différent, surtout tout ce qui est gestion des données personnelles et ce genre de choses. Donc attention également, prendre des pincettes par rapport à ce qu'il dit, notamment sur le côté juridique. Bon, maintenant que la petite aparté a été faite, on peut regarder très rapidement. Alors ça a l'air, en tout cas, le niveau 1, d'être vraiment très facile, en tout cas pour ceux qui débutent en OSINT, qui n'ont vraiment aucune connaissance dessus. Et en théorie, plus on avance, plus on est censé aller sur des choses qui sont compliquées. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Prologue, donc la structure du cours. Le level 1, c'est les fondations, donc pour les total débutants. On va nous parler de Google Docs, retrouver des métadonnées dans des images des documents, récupérer des informations sur les réseaux sociaux et utilisation d'outils OSINT simples. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le level 2, si jamais ça se passe bien, on ira dessus. OSINT Skills, donc pendant des investigations de la vraie vie. Ok. Donc des individus et des organisations, le Deep Web, Dark Web et Deep Web, provenance de renseignements open source, la vérification et le cross-référencement, donc le fait de croiser ses sources, et comment structurer une investigation. Et derrière, le dernier level, level 3, level technique, enfin advanced techniques, donc des techniques avancées, experts. Euh, ok, donc c'est de l'OSINT high level. Alors quand on dit high level en général, c'est un haut niveau comment ça s'appelle? Pas forcément d'expertise, comment on appelle ça, de la gouvernance, on dit que c'est du high level parce que j'ai perdu mon mot, peut-être que je le retrouverai. Et j'ai retrouvé, il m'aura fallu un peu de temps, d'abstraction. C'est-à-dire que un haut niveau d'abstraction, en tout cas moi c'est comme ça que j'utilise le terme high level principalement, c'est que, comme je vous ai donné juste avant l'exemple comment ça s'appelle, de la gouvernance, on va définir des politiques, on va définir des choses très globales qui ne sont pas forcément directement liées à la technique, on parle jamais de technique, et dans ce cas-là, c'est un haut niveau d'abstraction. Donc, on va continuer. Euh, donc, à quoi on va nous manger au level 1? Donc, Google Doc, on l'a vu. Intro d'OSINT, Metadata Extraction, Footprint et OSINT Quiz à la fin. Ok, on est parti. Bon, les Google Docs, on connaît. C'est pour faire des opérations sur Google.
donc d'où le nom Google Docs. On va utiliser des mots-clés comme ça, site pour limiter les résultats à un site spécifique, une URL pour qu'on trouve exactement un terme qui est contenu dans l'URL, pareil pour le titre, pareil pour le texte, et ici si on veut trouver des documents particuliers, des extensions particulières, le OR pour rechercher un terme ou un autre, AND pour rechercher un terme et un autre également, et derrière on met le moins, le signe moins devant un terme pour ne plus le rechercher. On peut faire un exemple très rapide. Si on cherche par exemple manchot, on va avoir plein de résultats aléatoires. Si on cherche manchot avec un Google Doc sur le site youtube.com, ben normalement on va avoir que des résultats de YouTube. Vous voyez qu'on n'a aucun autre résultat. D'ailleurs on pourrait regarder, alors ici c'est pas indiqué le nombre de résultats de la requête. Et si on veut le terme manchot sur le site YouTube et que ce soit un PDF, alors là je suis vraiment pas sûr qu'on va en trouver. On peut chercher file type et derrière PDF. Évidemment il n'y en a pas parce que YouTube c'est pas un site de PDF. Mais si on enlève ça et qu'on recherche, en théorie on est censé trouver des choses sur les manchots uniquement en PDF. Donc là c'est un PDF, ici c'est un PDF, c'est un PDF, c'est un PDF, voilà. On n'a que des PDF. Et ici on pourrait enlever des termes. Par exemple, on parle beaucoup de manchot empereur. Si on veut pas le terme empereur, et ben on met un moins empereur. Et normalement on n'est plus censé voir le mot manchot empereur. Il n'y a plus que des manchots qui apparaissent. Manchot quelque chose, voilà, Papou, Adélie, etc. Mais on n'est plus censé trouver ça. Voilà en gros ce qu'on nous dit ici. C'est exactement ça. On peut chercher le site en .gov. Alors moi j'ai marqué youtube.com. Mais on aurait pu simplement mettre un .com, qu'on voit ici, un TLD, le dernier domaine. Voilà, ok. Donc ensuite on nous dit quel est le nom du chef financial officer du CFPB mentionné dans le PDF. Alors j'imagine que faut faire cette recherche là. Alors ça c'est un peu dommage du coup, premier point que j'ai à redire. On nous dit exactement quoi faire, donc on a juste à taper comme un débile et puis chercher la solution. CFBP. PB ou BP? Là il avait mis BP alors que c'est PB. J'imagine que c'est le premier. Chief Financial Officer. CTRL F, Chief Financial Officer. Chief Financial Officer, donc apparemment c'est Jafnar Gwei. Je sais pas comment on prononce, désolé. Hop, c'était ça. Le total fund balance in treasury. Ok. Fund balance in treasury. Alors comment ils le veulent? Ils veulent un long truc, donc à mon avis c'est... Alors est-ce qu'il y en a 40? Donc faut faire attention. Bon, j'imagine que c'est dans les tableaux quand même. Après, là, il parle de pas mal de choses. Département de Treasury. Bon, on va essayer celui-là. En termes de dollars en 2024. Alors, ok, il y a moins de choses, donc il faut peut-être enlever les virgules. 492 à la fin, c'était. Okay, c'était ça, fallait pas mettre les virgules. Et la durée d'un séminaire. Okay. Alors c'est. Donc j'imagine qu'il y a un mot et après D-A-Y-S. J'imagine que c'est en days. Si on cherche séminaire. Voilà, 3 days. Alors ça c'est aussi l'un des désavantages, mais c'est pas la room en question, c'est TryHackMe. Il donne le nombre de choses qu'on doit chercher. Du coup ça réduit grandement la possibilité et limite on pourrait presque brute force en fait. Là on sait que c'est 4. Du coup on sait que ça peut pas être week. Parce qu'en plus c'est potentiellement il y a un... Alors ça aurait pu être 1 week. Ça peut pas être month. Ça peut être year, mais ça peut être juste 1 year parce qu'on peut pas mettre de S. Donc en fait on peut brute force comme ça, c'est pas le but. Mais aussi un des désavantages de TryHackMe, c'est la possibilité de brute force. Ok, on a fini notre petit Google Docs. Bon, un peu dommage qu'on nous ait donné directement la chose, mais ça nous permet d'avoir un petit cours associé à ça.
Donc là, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment la base de la base de l'osine. Si vous avez déjà un peu suivi mes vidéos, vous savez de quoi il s'agit. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vous invite à faire la room vous-même de votre côté pour en apprendre plus, ou bien de regarder mes autres vidéos liées à l'osint. Ça peut vous intéresser également. Voilà, qui utilise l'osint, qui utilise pardon l'osint, etc. Ok, donc là, on a un petit challenge. On doit répondre aux questions suivantes. Donc, on nous parle d'Intel. Intel Corporation. Pour notre mission, c'est de retrouver des informations sur l'Ibbutan. Ouais, je sais pas comment on prononce, mais ok. Ok, donc Intel Corporation, est-ce que c'est quelque chose de... Je pense que c'est la vraie entreprise Intel, ceux qui font les processeurs et tout ça. Je sais pas si... Bon, on va chercher hein, son nom. Je pense que c'est exactement ça. Le CEO of Intel, et on nous demande quand est-ce qu'il a été nommé Chief Security Officer de Intel. Si on cherche... Intel en mars 2025, mais nous on veut une date. On veut une date. Alors, chief date. Voilà, 18 mars 2025. Donc, March 18 2025. Ok. Où est-ce qu'il a travaillé avant de rejoindre Intel? Et ben, on va chercher sa page Wikipédia. Sa carrière. Donc ici, ah ben, on l'avait ici aussi directement sur Wikipédia. C'était le 12 mars 2025. Avant, donc là c'était une analytics firm, donc c'était pas lui. CEO of Cadence Design System. Ça a l'air d'être ça. On est bon. Alors tenure, on va aller sur Translate, parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est que la tenure. Son mandat, ok. Euh, quand est-ce qu'était... Bon, vous savez quoi, des fois sur Google, faut pas se casser la tête. Voilà. Vous cherchez directement la truc en question, et là on nous dit que c'est de 2022 à 2024. Donc je sais pas ce qu'on veut. On veut format année-année. Donc c'est 2022-2024. Hop, et on a réussi. Vous voyez, c'était un exercice quand même très très simple. Ensuite, derrière, on nous parle de metadata. Donc les metadata, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des données qui sont cachées directement dans un programme. Enfin, pas forcément cachées, mais qui sont ajoutées ensuite sur une photo, sur un document, sur un programme, pour y stocker des informations, soit pour son bon fonctionnement, mais en général, c'est pas obligatoire. Et c'est juste pour ajouter des données supplémentaires, sauf qu'il faut faire attention, parce que ça peut être des données sensibles qui sont rajoutées. Par exemple, on peut rajouter des informations au niveau de lors de la prise d'une photo. Si on est sur un appareil spécifique et qu'on a le GPS activé, et ben on peut prendre, enfin on peut rajouter automatiquement à la photo les coordonnées GPS de l'endroit où on a pris la photo. Alors ça peut être utile quand on retrouve nos photos plus tard pour savoir où est-ce qu'on avait été également, où est-ce que la photo a été prise. Le souci c'est que si on poste l'image sur internet, sur un réseau social ou autre, et que les métadonnées sont gardées, que quelqu'un télécharge l'image et récupère cette information, eh bien il saura où la photo a été prise. Si quand on était en vacances, si c'est une photo quand on était en vacances, loin de chez nous, ça pose pas de problème. Si on l'a prise dans notre jardin, c'est plus compliqué. Rassurez-vous, la plupart du temps maintenant, les réseaux sociaux suppriment automatiquement les métadatas quand on upload une image sur ceci. Mais il reste encore comment ça s'appelle des cas où ce n'est pas le cas. Par exemple, si vous avez un site personnel WordPress, vu qu'en fait c'est de l'upload d'images, mais pas sur un réseau social, c'est quelque chose entre guillemets qui vous appartient sur un de vos serveurs, et bien par défaut les métadatas ne sont pas supprimés. Et dans ce cas-là, et ben quelqu'un qui accéderait à une image pourrait les récupérer ce genre d'informations. Voilà un petit peu toutes les informations qu'on pourrait récupérer sur un PDF, etc. Il nous donne quelques outils, et derrière, on a la possibilité de télécharger des images. Donc là, on a Evidence 3 avec une image derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer notre ami ExifTool. Alors je lance ma Linux évidemment pour pouvoir trouver ça. Donc c'est Exif, vérifier.
Exif Tool. Alors le chemin c'est, dès que je suis sur WSS c'est un peu chiant. User, download, et c'était Evidence 3, voilà. Donc je lance ça là-dessus. Est-ce qu'on a des informations pertinentes? Bon, déjà, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande, notre investigateur, to upload files to view metadata. Ok, bah, il doit nous demander ça, en fait. Donc en fait, on va remettre ça. Donc c'était pas un challenge, c'est nul. Metadata is a command line extraction tool. Bah non, du coup. Et derrière, pour l'évidence 3, coded, the key seems to be what is the code. Donc là, on voit quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait. On nous donne une clé. Donc j'imagine que c'est du Vigenère. Le chiffre de Vigenère, on a besoin d'une clé, c'est chiffré. Alors là, je fais un peu à la va-vite sans trop expliquer ce que je fais, mais bon, c'est pas non plus le plus intéressant. Non, c'est pas ça, l'alphabet. La clé, c'est code de machin. Effectivement, key to success, on a réussi le challenge. Donc ça, c'est surtout pourquoi je sais que c'est Vigenère. Parce que c'est juste que j'ai fait beaucoup de tchal pas terribles et de CTF où ils utilisaient un petit peu de la crypto ancienne avec du chiffrement César, donc par décalage. Du ROT 13, bon, c'est un type particulier de chiffrement César où on décale la clé de 13 caractères, enfin le code pardon, de 13 caractères. Et à chaque fois, quand c'est un truc comme ça qui ressemble à un message qu'on avait, mais où il nous donne une clé, c'est dans 90% du temps du code du chiffre de Vigenère, donc du code Vigenère. Voilà, où en fait il y a des choses qui se font en ligne automatiquement. On a juste à donner le message chiffré, la clé de déchiffrement. On fait déchiffrer, ça nous retrouve le message en clair. Bon, là, il y a très peu d'intérêt. Ils auraient pu mettre ça directement là-dedans. Ils ont rajouté une étape, entre guillemets, pour rendre le truc un peu plus difficile, mais ça servait strictement à rien. C'est clairement pas de l'OSINT. Voilà, ils auraient pu mettre directement le flag là-dedans et ça nous aurait juste été utile pour chercher avec l'outil ExifTool. Alors ici, ils n'ont pas parlé d'un outil en particulier. Moi, ce que j'aime bien pour les images, c'est un site qui s'appelle Gimple. Voilà, Gimple Online Exif Metadata Viewer. Donc ici, on peut voir qu'on peut mettre soit un lien vers une image qu'on aurait trouvée sur un WordPress ou autre, ou directement upload une image. Alors, je vais le faire, je vais cacher les informations parce que je ne sais pas s'il va être affiché, et je vous retrouve une fois que j'ai upload l'image. Ok, en fait, là, vous voyez que bon, y a rien de particulier, donc on l'upload directement. L'image, c'est ça, et on peut voir la localisation et toutes les informations qui sont présentes. Et ici, on peut voir la description, on retrouve exactement ce qu'on avait. L'avantage ici, c'est que si jamais il y a des coordonnées GPS potentiellement qui apparaissent, eh ben, ils peuvent vous donner une petite map pour directement visualiser dessus. Ça vous permet d'avoir déjà un aperçu. Après, rien ne vous empêche directement d'aller voir sur Google Maps vous-même à l'emplacement indiqué au niveau des coordonnées GPS. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ceci. Donc ça, c'était pour les métadatas. Derrière le SOCMINT, donc en fait, c'est du renseignement sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc il y a plein de techniques qui existent en fonction des réseaux sociaux. Certaines techniques apparaissent, d'autres disparaissent en fonction des mises à jour des réseaux. Et en gros, on peut utiliser des techniques différentes. Voilà. Les utilisateurs qui posent des photos avec des métadatas. Bon, ça, sur aucun de ces réseaux sociaux, je crois que c'est encore présent. Alors peut-être que GitHub, c'est encore présent. YouTube, c'est sûr que c'est enlevé. Reddit, je sais pas. TikTok, ça doit être enlevé. Facebook, c'est enlevé. Twitter, LinkedIn, Instagram, tout ça, c'est enlevé. Donc en tout cas, les métadatas seront plus disponibles. Voilà. Et en gros, principalement, on va repérer des personnes parce que soit elles ont le même comportement d'un réseau à un autre, soit sur un réseau, elles mettent un lien vers un autre dans le réseau social, soit ça peut être du réutilisation de username, ça peut être les mêmes photos de profil. Voilà, il y a plein de techniques différentes qui permettent de voir si des personnes sont identiques ou pas. Et ça permet également de voir avec des outils comme Epios via les adresses mail ou bien OSINT Industries qui eux utilisent également un module avec de username. Donc quand on a un username vraiment très unique, on sait qu'il n'y en aura pas deux comme ça, et bien on peut le tenter de lancer sur OSINT Industries par exemple, et ça va tenter de chercher sur plein de réseaux sociaux différents, voir si le username existe, et derrière ça va nous récupérer des informations que l'API en tout cas du réseau social peut nous renvoyer. Ça peut être la dernière activité, ça peut être, je sais pas moi, si c'est un Strava,
et que la personne a couru avec son profil en public, ou que son profil a été laissé en public, et ben on va pouvoir récupérer des informations sur les tracés qu'elle a fait, son temps, et potentiellement du coup on déduire où est-ce qu'elle habite, ou alors à proximité de quelle zone elle va courir. Est-ce qu'elle va courir le matin avant d'aller au taf, le midi pendant sa pause, le soir en revenant du taf? On peut voir potentiellement aussi ses jours de congé. On peut en déduire énormément de choses par rapport aux activités des personnes en ligne. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on met de nous, de ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu, vérifier, ça peut être utilisé aussi par exemple, pour les RH, vérifier si quelqu'un qui veut pour avoir un job est en train de mentir sur LinkedIn ou autre, sur ses réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Principalement, ce que j'utilise, ils l'ont listé ici, c'est What's My Name. On va voir un petit peu à quoi ça correspond. what'smyname.app qui permet, alors il est beaucoup moins effectif ces derniers temps. Il y a genre un an de ça, le truc était mort. Je sais pas pour quelle raison. Du coup, ils ont mis un captcha et maintenant il est beaucoup plus lent et il y a plein de faux positifs, il y a plein de trucs qu'ils trouvent pas. Donc attention, c'est pas parce que ici vous ne trouvez pas quelque chose, vous ne trouvez pas un username qui a été utilisé sur un site, que le username n'existe pas sur ce site. Il faut quand même aller checker à la main, mais ça peut vous dégrossir le travail à peu près. Ok, complete the following, the internet. Oula. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Complete the following, the internet. Il y a un truc qui doivent, à mon avis, ils ont parlé de the internet là-dedans. Never forget, ouais, super. Là, internet n'oublie jamais, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Attention à ce que vous mettez sur internet, parce que tout reste sur internet. Utilise un username, donc ça doit être what's my name, pas du tout, donc ça doit être name check. Hop. Name check, j'ai jamais trop utilisé, mais de mémoire, c'est pas plutôt pour les noms de domaine, je crois. Hein. Je crois qu'il est plutôt beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est domaine que vraiment des réseaux sociaux. Honnêtement, je l'ai jamais trop utilisé. En général, what's my name suffit, et comme dit, il y a plein d'autres outils qui existent également. Donc ça doit être le Suckmint. Et donc, Jack plans to use Suckmint to intimidate his friend. Non, c'est pas éthique, c'est des espèces de dox, c'est de l'intimidation, c'est du harcèlement, donc c'est pas bien, attention, faut pas faire ça. I live now with the... Ok, donc dernier truc d'Ozint. Donc, on a ceci, donc evidence numéro 4. On a une image qui est une fleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on refait notre exif tool sur cette fois-ci cette fleur. Evidence, cette fois-ci c'est 4. Hop, qu'est-ce qu'on a? Donc, le nom de la personne, c'est Christina Lecati, l'artiste. Donc on a trouvé qu'elle avait un compte Twitter. Est-ce que ici, ce compte Twitter est indiqué? Non. Bon, on va aller sur Twitter et on va mettre directement son nom là-dedans. Christina Lecati, elle avait quelque chose. Hop, son handle, c'est celui-ci. Hop, on l'a terminé. Alors, on n'a pas mis le arrobase, mais ça le prenait. Et derrière, oh là là, il y a un secret, tu dois le déchiffrer. Bon, bah c'est ça. Attendez, que je le retrouve. C'est ici. Bah, on va essayer. Là, il nous donne. Là, vous voyez ce que je vous ai dit avant. Il nous donne pas de. Comment ça s'appelle? De clé. Donc, il y a moyen que ce soit du. Chiffrement César. Truc qui n'est plus du tout utilisé d'ailleurs, parce que ce n'est pas sécurisé. Il n'y a que 26 possibilités dans le pire des cas. Oui, c'est bien. Voilà, premier THM, congratulations. Hop, on a terminé la room. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que la room était bien? Oui, c'est bien, je suis content. Comment je reviens? Hop. C'est bien, ok. Donc la room, bon, elle était bien, oui et non. Si vous n'avez jamais fait de Zint et que vous voulez vraiment avoir une très légère introduction avec des techniques qui peuvent être utilisées, par exemple le Google Docs, la metadata et la base de la base du Suckmint, en vrai, je vous invite à faire la room, elle est pas mal pour ça.
Autrement, si vous avez déjà un petit peu de connaissances là-dedans, bon, on n'apprend vraiment pas grand-chose. Voilà, donc ça dépend de votre level. Mais en tout cas, la personne a fait l'effort de mettre des informations. J'ai rien vu d'erroné, ça c'est l'avantage. Tout ce qui a été dit est assez pertinent. C'est juste que j'ai rien appris de nouveau, évidemment. Mais tout ce qu'il dit, c'est cohérent. Attention, Internet n'oublie jamais, ce genre de choses, c'est vrai. Et il fait même un petit disclaimer, ne pas dox, ne pas leak, manipuler, intimider, etc. Parce que c'est pas éthique et c'est même pas légal. Enfin, ça dépend des pays, j'imagine. Mais en tout cas, voilà un petit peu. Le truc juste dommage, c'est on nous tient beaucoup trop par la main. On n'a vraiment pas trop de challenge. Peut-être que dans les autres niveaux, ça changera. En tout cas, ici, il y avait pas grand-chose à redire. On se retrouve très certainement pour le level 2, parce que le level 1, malgré le fait qu'il ait été assez simple, c'est assez cohérent. Les informations qu'il donne sont bonnes, donc je pense qu'on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Alors, je sais pas si c'est directement la prochaine ou une vidéo plus tard. Dans tous les cas, il y aura le level 2 et le level 3. Ici, là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit j'aime pour montrer que vous l'avez kiffé, mettre un commentaire si ça vous chante. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye.